Donc, je suis Maria El Jaoudi, je me présente et je travaille à Poitiers au sein de l'Agence de développement et innovation. L'Agence de développement et innovation, comme son nom l'indique, c'est l'agence de développement de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et nous accompagnons en fait au sein de cette agence les entreprises dans tous leurs projets de développement, d'innovation, quelle que soit leur nature, au niveau régional, au niveau national et au niveau international. Je vous expliquerai un peu plus concrètement à la fin qu'est-ce qu'on peut vous proposer dans le cadre notamment de financement européen. Une partie de mes rôles consiste également à sensibiliser les entreprises, le public néo-aquitain à ce qui sont les dispositifs en faveur de développement des entreprises et de la recherche et développement au niveau régional et international. Je vous propose de démarrer avec un... Est-ce que c'est toi, Mathieu, du coup, qui dois dérouler les slides? Il n'y a rien qui se passe. Tu ne projettes pas? Si je projette, vous voyez pas mon écran? On voit ton écran, on voit la première page. Ah, c'est bon, voilà, ça marche. La seconde est arrivée. Super. C'est la première fois que j'utilise cet outil. Alors, à l'heure du jour, donc comme on est à l'heure du dîner, en entrée, une petite entrée avec quelques notions de base, je vous présenterai quelques définitions du vocabulaire propre de financement européen. C'est un domaine qui est complexe et assez technique, mais une fois qu'on maîtrise quelques notions de base, ça devient plus clair. Je vous présenterai en plat de résistance les quelques programmes, les principaux que j'ai choisis dans le domaine de la santé pour le financement des projets de recherche et d'innovation, le Horizon Europe et le programme ESA Accélérateur. Il existe maintes d'autres opportunités européennes ouvertes aux entreprises, mais si on commence à les regarder toutes, ça va prendre beaucoup de temps. Ce qu'on vous propose plutôt avec Mathieu, c'est qu'on vous envoie plutôt un petit questionnaire à la fin de la réunion ou demain pour voir quels sont vos points d'intérêt, de façon à peut-être réitérer cette rencontre avec moi ou quelqu'un d'autre, pour que vous puissiez aller plus en détail sur certains dispositifs qui vous intéressent plus en particulier ou certains sujets de thématiques des projets de recherche et d'innovation qui vous intéresseraient particulièrement. Donc on pourra réorganiser un autre webinaire ultérieurement. Je vous parlerai ensuite des instruments financiers européens qui ne sont pas les subventions. Et à titre de dessert, vous aurez quelques questions, quelques conseils pratiques et je vous présenterai les dispositifs de soutien qui existent pour vous accompagner sur ces sujets. Donc pour démarrer, la grande question, financement européen, pourquoi s'y intéresser? Je dirais que bon, c'est une question, mais aujourd'hui, on ne se pose pas tellement la question dans le contexte actuel de l'épidémie mondiale. Vous comprenez tous l'intérêt de collaborer au niveau plus ouvert que uniquement la France pour combattre d'une part ce virus, mais aussi être plus fort face à des enjeux de la santé qui nous attendent dans le futur. J'ai envie de dire que oui, les financements européens, c'est des grandes opportunités qui sont ouvertes pour les entreprises qui souhaitent se développer, mais qui souhaitent aussi savoir comment ou quelles sont les nouveautés qui existent dans d'autres pays, s'ouvrir à de nouvelles dimensions et connaître de nouvelles expertises qui existent ailleurs et pas forcément sont connues aujourd'hui chez vous. Donc, je vous ai présenté un petit schéma de différentes idées qui sont des bonnes et de mauvaises raisons de s'intéresser ou pas à des financements européens. J'ai envie de dire que les financements européens tournent tous autour de la notion du projet. Et cette notion, elle va nous suivre un petit peu aujourd'hui tout au long de ma présentation. Quand on veut s'intéresser à des financements européens, on rencontrera toujours la notion du projet. Donc avant de s'y intéresser, j'ai envie de vous poser plein de questions. Quels sont les projets actuels de votre entreprise? Est-ce que vous vous intéressez à un développement international ou plutôt pour le marché local? Est-ce que vous voulez investir, vous moderniser?
Est-ce que vous voulez acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouvelles technologies? Quel est le projet actuel de votre entreprise? Et pour avoir quelques réponses à ces questions, vous pouvez déjà commencer à faire de la veille pour connaître les projets européens qui ont été déjà financés, ce qu'on appelle de l'état de l'art européen en fait. Donc la mauvaise raison toujours de s'intéresser au financement européen, c'est uniquement la subvention et l'argent. Parce que certes, les subventions, les taux de cofinancement sont très intéressants pour ces projets-là. J'ai envie de dire les impacts et les enjeux que ça représente pour des entreprises sont très très importants et impliquent beaucoup de conséquences. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus, parce que c'est une mauvaise raison de ne pas vous intéresser, ces démarches administratives et les impacts en termes de conséquences dans l'entreprise, l'implication. Il ne faut pas craindre la concurrence non plus, parce que ces sujets-là, ils sont généralement bien bordés. En gros, chacun d'entre vous, je pense, a déjà une petite idée de pourquoi s'y intéresser ou pas. Mais bon, le fait que vous soyez là ce soir, ça me témoigne quand même un petit peu d'intérêt vis-à-vis de ce sujet. Ça, j'aimerais bien que vous partagiez, si possible, vos remarques et vos attentes un petit peu vis-à-vis de cette problématique, de cette thématique financement européen. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu? Et quelle est votre vision aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez vous y intéresser? Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'avoir comme information de ce webinaire-là, ce soir? Donc, je vous laisse partager en fil de commentaires, s'il vous plaît. Ça me permettra aussi de savoir à la fin si j'ai bien répondu à vos attentes. Les financements européens, on peut envisager, en fait, je vous ai parlé, oui, il existe une multitude de différents financements européens, différentes familles. D'où viennent ces financements européens? Ils viennent du budget européen. Donc, voilà, le budget commun qui est voté par les instances à Bruxelles et qui sont ensuite répercutés selon les principales politiques européennes qui sont connues. Donc, les sujets comme la santé se retrouvent effectivement dans les lignées de ces actions, car c'est la mise en œuvre de la politique européenne en réalité. Voilà, c'est assez simple comme mécanisme. Une fois que vous avez compris ça, il existe 3 grandes familles de financement européen. On parle la plupart du temps de subventions, donc subventions qui interviennent pour des projets, des subventions qui peuvent être redistribuées par des différents organismes présents sur le territoire national, comme par exemple dans la région Nouvelle-Aquitaine, l'organisme gestionnaire de ces fonds-là, c'est la région, le conseil régional. On parle des fonds FEDER, FSE. Je pense que vous avez déjà entendu ces fonds-là. Et si certains d'entre vous ont déjà bénéficié de ce type de subvention, vous avez déjà touché du doigt les financements européens. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de ce type de mécanisme. Nous allons plutôt s'intéresser à des subventions qui sont distribuées directement par la Commission européenne et qui sont gérées en direct, soit par la Commission européenne, soit par les agences spécialisées de la Commission européenne. La deuxième famille, donc je vous ai mis les petites étoiles. On va parler aujourd'hui, on va s'intéresser aux subventions directes de l'Union européenne, de la Commission. Et on va parler de la deuxième famille, les instruments financiers en jaune. On va le regarder en troisième partie. Différents instruments financiers qui existent aussi, qui ne sont pas les subventions, qui sont d'autres types de financement, par exemple des prêts ou des garanties, et qui sont distribués soit directement par la Banque européenne d'investissement, BEI, ou le Fonds européen d'investissement pour des projets d'envergure importante, soit par des intermédiaires financiers sur les territoires. Il existe une troisième famille de financement européen, un petit peu, peut-être un peu négligée ou pas connue, qui sont les contrats publics. Et pour les entreprises, vous pouvez bénéficier de ces subventions-là, de ces financements-là, parce que la Commission européenne
Et ces nombreuses agences sont aussi des employeurs, c'est aussi des institutions qui ont besoin de fonctionner. Et pour leur propre fonctionnement, ils achètent des biens et des services, des produits, innovants ou pas, et ils lancent pour cela des contrats publics, donc comme des marchés publics traditionnels, qui peuvent acheter en ce moment beaucoup du gel hydroalcoolique, j'imagine, des services de téléconsultation pour leurs agents, ou équipent par exemple des laboratoires publics de recherche avec du matériel moderne, du matériel connecté, etc. Savez-vous que chaque euro investi par l'Union européenne génère environ 13 euros de valeur ajoutée pour les entreprises? C'est impressionnant. Et génère également une augmentation supplémentaire de 3% de PIB d'ici fin 2020 et la création de 3,7 millions de nouveaux emplois. C'est intéressant et ça répond en fait à la question pourquoi s'intéresser au financement européen. Donc aujourd'hui, nous parlerons, vous avez bien compris, des subventions directes et des instruments financiers. Passons aux subventions européennes. En premier, je vais vous expliquer quelques principes de base, quelques définitions. Donc, comme pour toutes les subventions, il existe des règles d'éligibilité, des critères à respecter, de fond et de forme, et les règles de fonctionnement. Qui peut demander une subvention européenne? Il n'y a pas vraiment de restriction. Toute personne morale, tout acteur public ou privé, légalement établi selon le droit européen en vigueur, peut prétendre à avoir une subvention européenne tant qu'il respecte les critères d'éligibilité, les cahiers des charges et les différents critères énoncés au fait. Comme pour toute subvention, il ne faut pas avoir démarré le projet, nous retrouvons encore la notion du projet, avant qu'on ait une réponse par rapport à l'accord ou le refus du financement européen. La règle de non-double financement pour le même projet s'applique également, ça vous le connaissez sans doute déjà. Le seul et même projet, la seule et même dépense ne peut pas faire objet d'un financement auprès de 2 programmes différents et 2 programmes dont un financement européen. Il faut respecter les critères de valeur ajoutée européenne. C'est une notion très importante ici. Comment est-ce qu'on prouve la valeur ajoutée européenne? Qu'est-ce qui est la valeur ajoutée européenne dans un projet de recherche et d'innovation? Par exemple, vous êtes une société industrielle, vous produisez des dispositifs médicaux et vous souhaitez acquérir un équipement pour moderniser votre ligne de production. Vous avez détecté un fournisseur pour cet équipement, vous avez besoin d'un coup de main pour vous le faire financer. Le bon financeur pour ce type de projet pourrait être par exemple la région. Il n'y a pas de vraiment valeur ajoutée européenne, il n'y a pas vraiment d'innovation. Peut-être dans votre sens par rapport à votre état de l'art et connaissance et le fonctionnement actuel, vous pensez qu'il y a des choses innovantes. Par contre, comment trouver la valeur ajoutée européenne pour votre projet? Alors l'exemple pourrait être détecter par exemple un fournisseur de cet équipement moderne dans un autre pays européen, par exemple en Suède, et travailler ensemble pour améliorer cet équipement et l'adapter plus par rapport à votre besoin. Vous allez rentrer dans une collaboration européenne, projet collaboratif européen, afin d'améliorer l'état de l'art existant et passer de point 1, connaissance par rapport à ce domaine-là, à un point B. Donc vous allez avancer ensemble, vous allez vous investir ensemble dans le temps de recherche collaborative. Là, est-ce que vous voyez bien la différence? La valeur ajoutée européenne, elle commence à bien être présente. Je vous parle déjà des projets collaboratifs à ce stade-là parce que la plupart de financements européens sont attribués pour des projets collaboratifs. Donc, qu'est-ce qui est un projet collaboratif? Un projet collaboratif est comme son nom indique, implique plusieurs partenaires qui sont établis dans le cadre de financement européen dans au minimum 3 pays différents de l'Union européenne ou dans l'un des pays associés. En effet,
Allô? Allô? J'ai une coupure. Bon, je poursuis. Enregistrement continue. Quels sont les critères d'un projet collaboratif européen? Quelles sont les configurations minimales? Un projet collaboratif européen implique au moins la participation de 3 partenaires de 3 pays européens ou des pays associés. Parmi les pays associés, vous pouvez trouver l'Israël, la Norvège, la Suisse ou la Turquie. Et ces partenaires-là, de différents pays, ils vont collaborer au sein de ce qu'on appelle un consortium, qui est un ensemble de partenaires régis par un accord de consortium qu'on définit à l'avance. On définit également les règles et les devoirs de chacun. Le consortium va opérer et mettre en œuvre un projet qui va durer entre 2 et 3 ans en moyenne et qui va répondre à toutes les conditions d'éligibilité qui sont listées, on verra ça, dans les textes des appels à projets thématiques. Il existe différents mécanismes de cofinancement pour ces projets collaboratifs européens. Vous avez vu, je vous ai mis les petits acronymes IA, RIA, CSA. Donc ça aussi, c'est pour un petit peu comprendre la technique et puis après, vous verrez à quoi ça correspond. Je ne sais pas du tout si vous connaissez, vous êtes familier avec la notion de TRL. La notion de TRL, c'est voilà, l'acronyme anglais de Technology Readiness Level. Donc la maturité technologique d'une innovation ou d'une technologie ou sa proximité par rapport au marché, donc le stade de commercialisation. Les différents mécanismes et les taux de cofinancement varieront en effet selon à ce qu'un projet soit plus ou moins proche par rapport au marché, la technologie soit plus ou moins mature, plus ou moins éloignée du stade de laboratoire et de la recherche fondamentale. Sur la notion de l'échelle TRL, c'est en fait une notion qui est très communément utilisée dans les financements européens. Vous le verrez quasiment partout. Et c'est utilisé au niveau international pour indiquer le stade de maturité d'une technologie ou d'une innovation. Pour vous donner un exemple, les stades de 1 à 4 correspondent au stade de maturation d'un concept, tout ce qui est la recherche en laboratoire. Le stade TRL 6 correspond à un prototype. Si on applique ça, par exemple, aux biotechnologies et le médicament, jusqu'au stade TRL 6, on parle de tout ce qui est préclinique. Et à partir de TRL 6, on mature le prototype, on le met dans un environnement fonctionnel pré-industriel, ensuite industriel, pour la sortie sur le marché au niveau du TRL 9. Donc les 3 types de financement. Parlons d'abord de IA, qui correspond à Innovation Actions, donc les actions d'innovation. Il rassemble en fait des actions ou des projets qui visent directement à produire les plans, des arrangements de concept ou travailler sur un procédé ou le prototype amélioré. Donc, les actions qui sont plutôt dans cette catégorie-là concerneront les projets à partir du stade TRL maximum 5-6, voire au-delà. Donc, les activités peuvent inclure le prototypage, les essais, les démonstrations pilotes ou validation des produits à grande échelle, voire la première commercialisation.
Le taux de cofinancement pour ces schémas-là, pour les entreprises, c'est 70% du coût global relatif au projet, sauf pour les entités à but non lucratif, par exemple les universités ou les organismes de recherche, les hôpitaux, qui sont financés à 100% sur tous les schémas. La durée habituelle des projets varie entre 30 et 36 mois. Je vous donne un exemple de l'action, par exemple, dans le domaine de contrôle des gènes pour diagnostiquer les maladies inflammatoires et infectieuses. Un projet qui a assemblé 22 hôpitaux venant de 11 pays de l'Union européenne, avec les groupes biotechnologiques issus des milieux universitaires et industriels, qui comprenaient également des PME et qui travaillaient sur la nouvelle classification diagnostique des maladies inflammatoires et infectieuses. Ça travaillait en fait sur le sujet de diagnostic plus personnalisé de la signature moléculaire. Je pense que ça peut vous parler. La deuxième type d'action, j'ai envie de parler de CSA. C'est des actions de coordination et de support, Coordination and Support Actions. Ce sont des actions qui rassemblent plutôt comme le nom indique, les actions de coordination, mais aussi de réseautage et de mise en commun de différentes pratiques. Ils peuvent assembler également plutôt des acteurs publics. Le taux de cofinancement pour ces projets-là, c'est 100%. La durée habituelle est plus courte, entre 12 et 30 mois. Et un exemple de projet sur ce schéma-là de financement, par exemple le financement d'un centre européen pour la gestion de risques sur les nanomatériaux et nanotechnologies. Donc on collaborait, c'est l'INERIS qui coordonnait le projet et qui collaborait avec une quinzaine de partenaires pour mettre en place ce centre de gestion et de prévention de risques liés à des nanotechnologies, qui est un domaine récent et innovant. Le dernier schéma de financement, c'est les actions de recherche et innovation, RIA, Research and Innovation Actions. Et là, on est plutôt à des stades de maturité plus en amont du prototype. Une fois à la fin du projet, au fait, il faut arriver à des stades de TRL 6 ou 7 maximum. Et les activités peuvent inclure de la recherche fondamentale et appliquée, du développement et de l'intégration de technologies, les essais et la validation d'un prototype à petite échelle et dans un laboratoire ou un environnement simulé. Je vous propose maintenant peut-être de faire une petite intervention d'un témoignage d'un organisme régional qui participe actuellement à une action de Research and Innovation Action, un projet collaboratif européen. Il s'agit de Autonome Lab. Est-ce que je peux donner la parole à Lucie Vamonde? Oui, bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour, bonjour à tous. Alors je ne sais pas honnêtement si je peux sortir de ma présentation. Donc du coup, j'ai fait ma petite présentation. Je vais essayer. Je vais essayer pour vous montrer la présentation qu'a préparée Lucie pour nous présenter son expérience dans le projet européen qui s'appelle Pharaon, qui est un projet collaboratif et qui est un schéma effectivement Research and Innovation Action. Exactement, donc merci beaucoup Maria et Mathieu de nous avoir invités. Donc je suis avec ma collègue Isabelle Lesterpt, toutes les deux on travaille donc chez Autonome Lab, donc qui est un GIP, un groupement d'intérêt public, un Living Lab basé à Limoges. Donc Living Lab qui est spécialisé dans l'activation de projets innovants pour les personnes âgées dans le domaine donc médico-social. Donc, nous sommes actuellement sur un projet qui s'appelle Pharaon, qui est un projet avec des pilotes, donc qui s'appelle Pilots for Healthy and Active Aging.
Donc, c'est un projet Horizon 2020. Dans Horizon 2020, peut-être Maria vous expliquera, il y a des challenges et nous, on fait partie du challenge numéro 1 qui s'intitule Health and Demographic Change and Well-being. Nous sommes donc une Innovation Action. Donc, comme l'a dit Maria, ce sont des projets en fait collaboratifs qui incluent donc des prototypages, des essais, des pilotes avec peu d'activités de R&D. Donc, on est vraiment sur des phases de TRL 6 et au-delà. Nous, en tant que groupement d'intérêt public, nous sommes financés à 100% sur tous les coûts éligibles du projet parce que nous sommes une entité publique. Mais il est vrai du coup que pour les entreprises, elles sont financées donc à 70%. Donc, on est lié avec ce projet, avec la direction générale de la Commission européenne sur la communication et les réseaux. Donc, tout ce qui est en fait ICT, etc., puisque le projet est vraiment basé sur tout ce qui est numérique. Je vous en parlerai un petit peu plus. Plateforme numérique pour les personnes âgées, avec tout ce qui est IoT, Big Data, etc. Donc, on est 42 partenaires sur le projet, ce qui est énorme. En général, les projets sont beaucoup moins importants que celui-là, mais là, on est vraiment sur un large scale pilot. Nous sommes 12 pays impliqués dans ce projet. Et donc, c'est un projet qui dure 4 ans, donc un peu plus longtemps que la majorité des Innovation Action. Nous avons un budget total donc, de 21 319 800 euros. Donc, dont à peu près 18 millions financés à 100%. Parce que la majorité, en fait, on va dire, du consortium est composée donc d'établissements publics du type université, laboratoire de recherche, mais aussi il y a des entreprises et des industriels du type Ericsson, Hewlett-Packard, etc. Nous, Autonome Lab, donc, nous avons un budget éligible à 100% de 320 000 euros. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un projet donc, dont l'objectif général est d'aider un soutien à la population vieillissante en Europe qui intègre des services, des dispositifs et des outils numériques dans des plateformes ouvertes pour faciliter en fait l'utilisation des outils numériques aux personnes âgées et pour renforcer leur indépendance. Donc, l'objectif, c'est de créer une très grosse plateforme numérique qui intègre d'autres plateformes numériques nationales. Et sous cette grosse, on va dire sur ce gros parapluie de plateformes, cette plateforme numérique européenne, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer ces plateformes nationales au niveau informatique aussi. Et donc ça, c'est le gros objectif du projet, c'est l'intégration donc des solutions numériques dans une solution numérique à part entière. Donc l'objectif aussi, c'est de fournir donc des interfaces conviviales pour les personnes âgées pour qu'elles puissent donc accéder à des services et des biens pour leur permettre de résider le plus longtemps possible en général donc dans leurs habitations, donc leur résidence principale, mais aussi l'objectif peut avoir d'autres, enfin le projet a d'autres objectifs du type voilà, améliorer la qualité de vie des personnes âgées atteintes de démence, réduire les hospitalisations, prévenir la malnutrition, voilà. Essayer de mettre en place donc des outils dont la surveillance soit non intrusive. Voilà, réduire l'isolement et la solitude des personnes âgées également. Donc voilà, en gros, ce qu'on fait au niveau du projet. Évidemment, ce n'est pas notre première participation à un projet européen, parce que là, c'est vraiment un très gros projet. Et du coup, il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir participer à ce type de projet-là. Mais en tout cas, donc on est sur d'autres projets du type Interreg, Interreg Europe et Sudway. Donc, ce qui nous a permis aussi d'acquérir une certaine expérience sur les projets européens pour après partir sur des projets du type H2020 comme celui-là et prochainement certainement Horizon Europe. Donc maintenant, je vais laisser peut-être rapidement aussi mettre la parole à ma collègue Isabelle qui va vous expliquer un peu comment Autonome Lab, du coup notre structure, a intégré le projet, parce que ça va être intéressant pour vous, comment faire pour obtenir ce partenariat et puis aussi un peu les enjeux et les points critiques du projet.
Merci Lucie, bonsoir à tous. Donc Isabelle Lester, je suis chef de projet européen et je travaille spécifiquement sur le projet Pharaon aujourd'hui, après avoir effectivement travaillé sur les programmes dont a parlé Lucie, à savoir Interreg, notamment Interreg Sud-Ouest. Donc Pharaon, comme Lucie l'a dit, je fais une petite précision par rapport à la plateforme. L'enjeu premier du projet, c'est l'interopérabilité en fait, qui est un gros enjeu. Donc c'est pour ça que c'est un gros projet. Beaucoup de gens travaillent dessus. Comme l'a dit Lucie, on a Ericsson, HP, enfin des pointures un petit peu parce que l'enjeu c'est avant tout l'interopérabilité des outils digitaux. Donc, grâce à cette interopérabilité et la recherche d'interopérabilité, l'idée étant donc de construire une plateforme de plateforme. Donc, pour revenir aux sources, nous, grâce en fait à notre expérience dont parlait Lucie tout à l'heure et la participation à d'autres programmes un peu moins importants que Horizon 2020, nous avons eu de l'expérience en fait et des contacts avec d'autres possibles partenaires. Et grâce à ce réseau finalement qui s'est construit au fil des années à travers d'autres projets, eh bien c'est comme ça que Pharaon est quelque part venu à nous par l'intermédiaire de notre réseau, puisque nous avons été contactés par un des partenaires qui était à la conception de la proposition. Donc, c'est comme ça que nous avons été contactés. Donc après, on a travaillé effectivement en groupe avec les autres partenaires pour rentrer dans la proposition et proposer quelque chose, proposer notre valeur ajoutée dans ce projet et qui est, comme nous sommes un Living Lab, donc labellisé ENOL, c'est-à-dire European Network of Living Lab, nous sommes à la coordination de tests à petite échelle, ce qu'on a appelé la prévalidation dans le projet, et qui permettra en fait, suite à cette prévalidation qui durera 6 mois, de pouvoir mettre en place ensuite les large scale pilots dans 5 pays et pour 8 plateformes, et qui devrait durer aux alentours de 30 mois. Voilà. Donc ça, c'est pour notre rôle et notre participation dans ce projet. J'avais une question. Excusez-moi. Oui. J'avais une question. Vous parlez de Ericsson, de Hewlett-Packard, des grandes entreprises, mais j'ai vu que parmi la liste de partenaires du projet figure une PME locale qui est de Malice. J'allais en parler. Effectivement. Donc, oui, effectivement, nous sommes 2 partenaires français dans ce projet. Il y a donc Autonome Lab et l'entreprise Domalis qui propose donc la lampe Aladdin, son produit Aladdin, qui est d'ailleurs à l'intérieur du projet un des produits qui est le plus abouti parce qu'il est abouti et qu'il est déjà en vente. Donc lui, en termes de TRL, il est bien plus avancé que les autres. Il y a certains partenaires qui sont encore en développement de leurs produits, mais ce n'est pas le cas de Domalis qui propose Aladdin. Voilà. D'accord. Donc leur rôle, en fait, pour comprendre, c'est aussi d'inclure un produit concret pour à l'intérieur de la plateforme, en fait. Voilà. L'idée des plateformes, c'est de proposer des biens et services et outils numériques pour les personnes âgées. Donc, personnes âgées et puis pas que, parce que ce sont les utilisateurs finaux, mais il y a énormément de professionnels qui sont en jeu puisque c'est aussi de fluidifier le parcours de soins, d'éviter l'hospitalisation. Donc, il y a aussi des professionnels de santé qu'on peut considérer comme utilisateurs. Donc Domalis fait partie des entreprises dans ce projet et qui vont fournir donc un service et un produit à l'intérieur des plateformes. Donc pour l'instant, Domalis est intégré je dis bien pour l'instant parce que c'est toujours en travail, mais est intégré pour l'instant à un pilote qui serait le Portugal, mais travaille à d'autres.
parce qu'il y a d'autres possibilités. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention et pour ce témoignage concret sur le fonctionnement et un peu les prémices, l'historique de comment est-ce qu'on arrive à collaborer au sein d'un projet collaboratif européen quand même à grande échelle. Là, c'est pas forcément représentatif de tous les projets européens. Non. Non. Voilà. Je voulais juste ajouter Pardon, excusez-moi. Je voulais juste ajouter une petite chose par rapport, pour Pharaon, c'est le réseau qui a fonctionné, mais sur les plateformes, bien sûr, il existe des outils pour pouvoir déposer sa candidature et pour pouvoir être éventuellement sélectionné. Enfin, j'imagine que vous allez en parler. Je pense penser y parler, oui. Oui, merci, pardon. Les étapes. Pardon. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est intéressant aussi de savoir concrètement comment est-ce qu'un acteur arrive à détecter l'opportunité d'un financement européen, d'un projet, et concrètement, qu'est-ce que cela implique, une action de collaborative, voilà, de recherche et innovation à plusieurs. Je vais essayer de repartir vers ma présentation. Voilà, le projet collaboratif européen. Mais qu'est-ce que finance au fait un projet collaboratif européen? On en a parlé un petit peu. Vous avez compris, c'est toutes les actions que vous soyez chez vous de recherche et innovation, ou que vous soyez pendant une réunion de collaboration ou pendant une réunion de coordination ou d'animation de projet à tous les stades. Ça finance au fait tous les coûts relatifs au projet qui sont éligibles, que ce soit du temps passé de vos équipes, de personnes, ou des investissements nécessaires, de l'achat de matières premières, de la mobilisation de l'équipement de laboratoire, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant pour justement dérisquer ces projets de recherche et innovation. Et vous avez vu, les PME ont toute leur place aussi dans ces projets plus ou moins ambitieux. Le tout, c'est que commencez à vous y intéresser pour un petit peu de fil en aiguille, vous acquérir une première expérience en tant que partenaire du projet, et puis pourquoi pas un jour en tant que coordinateur, parce que oui, je ne l'ai pas dit, j'ai parlé du consortium, mais les consortiums sont toujours pilotés par un coordinateur, donc un leader du projet qui endosse au fait toute la responsabilité administrative, juridique et financière du projet, qui a différents niveaux d'engagement aussi dans ce partenariat, dans ce projet collaboratif. Je vous présente maintenant le principal programme de financement européen des projets de recherche et d'innovation. C'est le programme pluriannuel Horizon Europe. Donc actuellement, il faut savoir, vous avez peut-être entendu, et là Lucie, Isabelle vient de dire, on est sur le programme cadre actuel qui est le Horizon 2020. Vous avez sans doute entendu parler de Horizon 2020 ou de PCRD, 7e PCRD, 7e programme cadre ou 6e avant celui-ci. En fait, les financements européens, les programmes sont décidés de façon pluriannuelle pour aussi faciliter la gestion. Et les gros sujets sont connus à l'avance. L'architecture de ces schémas-là, elle est aussi également connue à l'avance. Et donc, actuellement, on est en train de clôturer le paquet pluriannuel de Horizon 2020, du programme cadre de recherche-innovation, qui est allé de 2013 à 2020. Et on va embrayer à partir de 2021, on va repartir sur le nouveau programme cadre qui s'appelle Horizon Europe, qui ira jusqu'à 2027. Ces programmes sont ambitieux et qui ont une architecture assez complexe, je vous la présenterai. Le programme Horizon 2020 était structuré en 3 piliers. On va rester sensiblement sur la même architecture pour le prochain programme cadre. Juste pour quelques chiffres pour les statistiques. Sur le programme Horizon 2020, nous avons répertorié jusqu'à présent, parce qu'on n'est pas encore fini complètement le programme, on n'est pas en fin d'année, 577 projets financés au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Ça comprend tout type d'acteurs, tout type de projets de recherche et innovation pour un total de 320 millions de cofinancement.
Et plus particulièrement côté entreprise, nous avons 134 entreprises régionales qui ont bénéficié de la subvention pour un montant global de 139 millions d'euros quand même. Tout type de projet confondu, collaboratif ou individuel. Alors, comment fonctionne un paquet pluriannuel, un programme cadre? Son objectif, c'est d'énoncer la vision et la philosophie générale des programmes à l'avance, et ensuite détailler les programmes de travail qui sont en fait les cahiers de charges de chaque appel à proposition, qui comprennent après toutes les conditions d'éligibilité et les critères que les projets devront respecter. Ce sont des cahiers de charges qui sont énoncés généralement et connus 2 ans à l'avance. Donc actuellement, les programmes, les work programs qui sont en train d'être écrits et validés au niveau de Bruxelles pour les années 2021 et 2022. Et ensuite, il est connu à l'avance également un calendrier annuel de la publication des appels à projets qui s'ouvre à des périodes à peu près identiques chaque année. Donc, on sait à quelle période telle thématique va s'ouvrir. On va pouvoir travailler et préparer, anticiper des consortiums et déposer des projets. Alors, les principaux sujets liés à la santé sur l'horizon 2020 étaient surtout les préoccupations globales de la santé, comme la lutte contre les différentes maladies communément, voilà, on connaît par exemple les maladies de Alzheimer, bien sûr la lutte contre les cancers, les maladies orphelines, les diabètes, les sujets comme supermicrobes résistants aux antibiotiques, mais aussi les sujets sur la médecine personnalisée, je vous ai donné un exemple, et sur la population vieillissante, comme par exemple les sujets de maintien à domicile. Donc le nouveau programme Horizon Europe va démarrer en 2021. Il est doté d'un budget de 100 milliards d'euros. C'est le plus gros paquet pluriannuel de le cadre financement de recherche et innovation. Je vous présente son architecture. Je vous ai parlé des piliers, au fait. Ce sont des colonnes, si vous lisez, organisation à 3 piliers. Le premier pilier qui s'attache au sujet de l'excellence scientifique, qui va plutôt concerner les sujets de recherche plus fondamentales et plus de financement pour des organismes de recherche et pas tellement pour les entreprises. La seule action que je peux citer au profit des entreprises est l'action Marie Skłodowska-Curie, qui est une action permettant de bénéficier d'un financement d'un jeune chercheur européen sur un sujet donné dans une entreprise pendant une période donnée. Donc, monter en compétence ainsi sur un sujet de votre choix. Le deuxième pilier, au milieu, c'est celui-ci qui comprendra le plus de sujets liés à la santé. Je vous ai mis un petit soleil. Donc, les problématiques mondiales et compétitivité industrielle. Ce pilier-là, il est doté d'un plus gros budget de 52 milliards d'euros. Et il vise à renforcer l'impact de la recherche et innovation à l'appui des politiques de l'Union européenne. Le troisième pilier, c'est l'innovation ouverte, qui vise à promouvoir toutes les formes d'innovation et renforcer le déploiement sur le marché. Il est doté d'un budget de 13 milliards d'euros et demi. Et vous avez en bas le pilier transversal sur le renforcement de l'espace européen de la recherche et les actions de partage, de mise en réseau et de diffusion, comme par exemple les actions sur la future réglementation et les différents systèmes et politiques européennes de recherche et innovation. On va parler aujourd'hui des sujets plus particulièrement liés à la santé. Et le deuxième soleil, il est côté pilier 3 parce que je vous présenterai le programme de financement pour des projets individuels. Alors, l'idée, c'est de ne pas vous faire un peu un listing de différents sujets parce qu'il y a, vous voyez, 6 domaines d'intervention dans la thématique santé, les 6 différentes briques.
L'idée, c'est que vous compreniez, au fait, un petit peu, vous ayez l'image globale des différents sujets sur lesquels porteront les programmes de travail et les futurs appels à propositions qui seront lancés. Comme je vous ai dit, on les connaît déjà un petit peu. Donc, s'il y en a qui vous intéressent particulièrement, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse après creuser ensemble et discuter des futurs appels qui seront lancés en 2021-2022. Alors, le premier sujet, c'est la santé tout au long de la vie. Sur cette brique-là, elle va concerner en fait le développement et il va s'intéresser au fait à des fragilités et des situations de vulnérabilité de personnes à tous les stades de leur vie. Parmi les sujets qui sont énoncés déjà pour les 2 années à venir, on va retrouver les sujets comme prévention de l'obésité ou le traitement de maladies mentales. Le traitement aussi et le décryptage des inflammations chroniques. On travaille beaucoup aussi sur les personnes âgées, notamment grâce au dispositif en continu de l'intelligence artificielle et des dispositifs connectés. Le deuxième sujet va s'attacher à tout ce qui est déterminant en matière de santé environnementale et sociale et va concerner tous les facteurs aggravants de risque, aggravant l'état de santé de personnes. Nous devons mieux comprendre comment l'environnement social, économique et physique influe sur la santé des personnes et atténuer ces risques pour la santé. Donc, par exemple, un sujet sur l'influence des ondes électromagnétiques sur la santé et la prévention des risques. Un sujet aussi sur les conditions de travail, la qualité de l'air, les polluants environnementaux. Je vous laisserai après le support pour que vous puissiez consulter l'ensemble des thématiques. Le troisième sujet qui s'attaque à des maladies rares, non transmissibles. Travailler d'une part des diagnostics, mais également les traitements, à la recherche de traitements, des soins et soins palliatifs. Les sujets qu'on peut citer énoncés déjà pour les 2 années à venir, c'est par exemple la construction d'une plateforme européenne d'innovation pour la valorisation des médicaments, la recherche de solutions basées sur l'intelligence artificielle pour les traitements médicamenteux, mais aussi le travail sur les résistants aux antibiotiques et immunothérapie nouvelle génération. Quand on a parlé donc les maladies rares non transmissibles, on va parler après des maladies infectieuses. Il y a un sujet aussi sur les maladies liées à la pauvreté et les maladies négligées. Il s'agit là de travailler au fait sur un accès amélioré à la médecine innovante, durable et de haut niveau pour tous. Les sujets qu'on peut citer, c'est la médecine encore une fois personnalisée ou le travail sur l'assurance qualité des services de la sécurité pour les patients. Mais vous retrouverez tout un ensemble de sujets qui seront lancés peut-être ultérieurement dans les appels à propositions sur ce domaine. Le 5e brique travaillera sur les outils, les technologies, les solutions numériques pour la santé et les soins. Donc là, vraiment, tout ce qui est technologie connectée au profit de la santé publique et aussi la digitalisation de la santé publique et les systèmes de la santé. Donc, on peut citer un sujet sur les outils intelligents chirurgicaux, notamment implantables, pour ceux qui travaillent dans les dispositifs médicaux. Les outils, les process innovants pour le traitement de data médicaux, sujet important. RGPD, et le travail sur l'optimisation et l'efficacité des médicaments prescrits via les biomarqueurs. On ne travaillera pas ici sur le sujet de la cancer. La dernière brique thématique sur le thème de la santé, c'est les systèmes de soins de santé. Les systèmes de soins au niveau européen, c'est un atout clé dans l'Union européenne. Il faut continuer à les maintenir accessibles, résilients et durables. Et c'est à ça, au fait, que va travailler, que vont servir, au fait, ces appels à propositions. Les exemples de sujets qu'on peut citer, c'est par exemple les modèles de financement modernes pour les accès aux soins et l'amélioration de la cybersécurité des dispositifs médicaux connectés. Donc les enjeux, vous voyez, sont multiples.
des différents points d'entrée sur lesquels pour lesquels on peut s'intéresser sur ces thématiques-là. Comme je vous ai dit, on peut rester en contact pour continuer à creuser ces sujets-là s'il y en a qui vous ont intéressé. Ces sujets-là ne sont pas exhaustifs parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore la totalité des programmes de travail qui vont être publiés dans les années à venir. Vous avez également d'autres portes d'entrée pour travailler sur les financements européens dans le cadre de vos projets collaboratifs. C'est les nouveautés énoncées un peu par le Horizon Europe. La première nouveauté, c'est la mission cancer. Donc, vous avez vu, je ne vous ai cité aucun sujet lié à la lutte ou au traitement, les enjeux liés au cancer. C'est parce qu'en fait, le programme Horizon Europe sort complètement le sujet du cancer un peu en dehors et énonce cette grosse mission de cancer avec un objectif ambitieux de sauver 3 millions de vies avec une vie plus longue et meilleure santé d'ici à 2030. Qu'est-ce qu'une mission cancer du programme Horizon Europe? C'est un portefeuille d'activités de recherche et innovation basé sur l'excellence. En fait, toutes les actions qu'on peut imaginer au profit de la recherche pour le cancer, les traitements, les soins. Cette mission va inclure une large palette d'instruments mobilisés, pas uniquement les appels à propositions classiques pour des projets collaboratifs, mais sont énoncés également les prix, donc les concours thématiques, les instruments financiers spéciaux, en plus des subventions. Ce qui est énoncé également, c'est l'engagement fort des citoyens européens, qu'on donne un rôle et la place pour chacun d'être mobilisé et d'avoir la parole et la place de participer et prendre des initiatives sur ce domaine-là. Je vous ai mis un lien vers une page dédiée vers cette initiative spécifique du programme Horizon Europe. Notre nouveauté, je reviens un petit peu en arrière, c'est que Horizon Europe énonce une liste de partenariats thématiques. Vous avez 8 partenariats thématiques qui sont énoncés dans le domaine de la santé. Un partenariat thématique, c'est quoi? Il s'agit des partenariats qui sont financés d'une part par le budget de l'Union européenne, vous vous rappelez de ma première diapositive, mais cofinancés de l'autre part par le marché public et les acteurs privés, tels les industriels. Pourquoi est-ce qu'on collabore sur ces schémas-là? Tout simplement parce qu'on estime qu'on peut aller plus loin, encore plus loin, quand on associe les académiques, les scientifiques et les industriels et le marché. Le partenariat actuellement qui est le plus connu, je vous donne un exemple, c'est le IMI, Innovative Medicine Initiative, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il portait sur, actuellement encore jusqu'à fin 2020, sur la recherche au profit de médicaments innovants et était cofinancé par la Commission européenne et les industriels pharmaceutiques principalement européens. Demain, cette initiative, ce partenariat subsistera, mais va être élargi pour inclure dans le champ d'action aussi les diagnostics, les dispositifs médicaux, l'imagerie médicale et la biotechnologie, et non seulement la pharmaceutique et les biotechnologies. Je vous ai promis dans l'invitation de parler rapidement de la réponse de l'Union européenne contre le Covid-19. En effet, cette initiative, ce partenariat privé-public a lancé dès janvier 2020 un appel à propositions rapides pour financer les moyens de lutte contre le Covid, notamment les diagnostics et les traitements. Je vous laisse regarder cette courte vidéo qui présente un petit peu à quoi ça correspond la philosophie des partenariats dans les projets collaboratifs européens. Il n'y a pas de son. Bon, il y a une petite musique de fond. C'est surtout le texte qui est marqué en anglais.
Voilà, j'espère que vous avez pu lire en anglais. Donc, l'idée de ces fonds et partenariats privés-publics, c'est de définir ensemble les cahiers de charges, les feuilles de route, les objectifs de recherche et d'amélioration en termes de recherche et innovation et de consacrer des budgets plus importants grâce à la conjonction des fonds privés et publics pour aller plus loin encore sur ces sujets-là. Donc 90 millions d'euros annoncés pour les fonds spéciaux au Covid-19. D'autres initiatives ont vu jour, bien sûr, comme des plateformes de mise en relation entre les acteurs offreurs de solutions et les hôpitaux et tous ceux qui recherchaient des masques, des ventilateurs, des gels hydroalcooliques au niveau national, régional et surtout européen. Ces appels-là, ils ont permis quand même de faire avancer les sujets de recherche. Parce que ce que je vous dirais sur le sujet suivant, ça a permis par exemple de financer à ce qu'une entreprise nantaise puisse mettre en route des tests sur le traitement potentiel contre le Covid-19. Donc sur les financements collaboratifs, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais me speeder un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Je voulais vous présenter aussi un programme particulièrement dédié à des projets individuels des PME. En fait, ils financent que des projets individuels des PME. C'est un programme qui existait déjà sous le format actuel qui existe encore sur le paquet pluriannuel Horizon 2020. Le programme s'appelle EIC Accélérateur. EIC, c'est l'acronyme de European Innovation Council. C'est un programme qui finance l'accélération, comme son nom l'indique, et la mise sur le marché de nouveaux produits, et surtout le changement d'échelle et la croissance économique pour une PME seule. Il va soutenir les innovations à haut risque et à fort potentiel de marché et va réellement aider les PME à se développer au niveau industriel et commercial grâce à leur innovation. Il n'y a pas de sujet défini de travail comme avec les thématiques qu'on a vues auparavant sur les projets collaboratifs. Toutes les PME vont pouvoir soumettre un sujet de travail proposé de leur choix. Comment est-ce qu'il intervient, le EIC Accélérateur? Il s'agit d'une subvention forfaitaire que la PME va demander à la Commission européenne, qui varie entre 500 000 euros et 2,5 millions, financée à 70% du budget global de son projet d'accélération, avec une option importante de participation d'un investisseur privé ou d'un fonds d'investisseurs allant jusqu'à 15 millions d'euros. Donc le budget peut aller de ce projet-là jusqu'à 17,5 millions du budget global. Le budget actuel, pour vous donner un petit peu les statistiques, ce programme-là, il a jusqu'à présent financé 5 500 PME au niveau européen et on estime que ce chiffre passera à 5 700 PME d'ici la fin d'année. Le budget pour ce programme entre 2018 et 2020 était de 3 milliards d'euros. Les soumissions sont ouvertes, pas avec un calendrier connu à l'avance, mais en continu. Il y a 4 clôtures au cours de l'année, qu'on connaît généralement aussi à l'avance. Aujourd'hui, le dispositif est prévu d'évoluer à partir de 2021, parce que le format actuel était le dépôt du dossier en première instance. Le dossier était relu par 4 experts indépendants et ensuite la session de pitch, donc d'entretien individuel à Bruxelles ou en visio actuellement. À partir de 2021, il y aura un stade préalable avant de déposer le dossier complet. C'est le dépôt d'un petit dossier de 5 pages qui est très court. Donc on a intérêt à vraiment accrocher et bien expliquer les enjeux du projet en 5 pages parce qu'on a 2 relectures indépendantes de ce petit dossier de 5 pages. Et si on a les 2 feux verts, on a le droit de déposer le dossier plus complet. Le dossier plus complet, pour votre information, il comprend une trentaine de pages et il est fait en 3 parties pour expliquer l'excellence, l'impact de son projet et la manière de l'implémenter, de le mettre en œuvre.
C'est un dispositif qui est unique en son genre, mais qui est aussi extrêmement compétitif parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, tout simplement, beaucoup de PME qui font appel à ce dispositif et les budgets sont quand même limités. Donc, il faut le garder en tête. La sélection est vraiment élitiste. Oui, il faut donner un exemple. Là, à la dernière clôture de 7 octobre 2020, il y a eu plus de 4000 dossiers qui ont été déposés. Et je vous ai dit qu'il y aura à peu près 200 PME qui seront encore maximum soutenus par ce dispositif d'ici fin d'année. Donc, pour 4000 dossiers déposés, vous faites le ratio du pourcentage de réussite. L'exercice de la rédaction et de la préparation de ce dossier s'apparente, moi je le dis souvent, à un stade de levée de fonds. Donc, à la limite, il faut le garder un peu comme la cerise sur le gâteau, le plan B, si on sollicite déjà des investisseurs privés qui souhaitent, dans le cadre de développement de votre PME, et vous souhaitez vraiment vous développer sur le marché. L'exercice est sensiblement relativement comparable. Si vous regardez le dossier, je pense que voilà, vous comprendrez mon idée. Voilà, pour terminer sur les différents financements européens, je vous ai promis de parler des instruments financiers qui ne sont pas les subventions. En fait, l'Europe permet aussi de faciliter l'accélération des différents projets d'innovation et la mise en œuvre pour les entreprises grâce à des dispositifs qui sont en fait des prêts, des avances remboursables, des garanties financières. Les différents fonds européens comme le Fonds européen d'investissement ou le nouveau fonds InvestEU, c'est le nouveau fonds en fait, d'investissement du paquet pluriannuel Horizon Europe, vont pouvoir intervenir pas directement dans les entreprises, mais en concluant par exemple des contrats de partenariat ou de collaboration avec des banques et des instances nationales, de façon à les rendre plus accessibles aux PME et des structures de plus petite taille. Comment est-ce qu'on accède à ce type de financement? Je vous donne ici deux exemples concrets de programmes de financement. Un qui est proposé par la Banque Populaire, qui a justement conclu un contrat de partenariat avec le Fonds européen d'investissement et qui permet de favoriser, de faciliter les financements pour les projets d'innovation où vous avez justement besoin de financer les avances de trésorerie qui vont jusqu'à 7,5 millions sur 10 ans avec un différé de remboursement de 2 ans et la garantie offerte par le Fonds européen d'investissement. Le deuxième dispositif que vous connaissez peut-être déjà, proposé par la BPI France, qui a également conclu un partenariat avec le Fonds européen d'investissement, sensiblement même schéma de fonctionnement avec des taux aussi d'intérêt bonifiés grâce à l'intervention du Fonds européen d'investissement. Ces dispositifs qui ne sont pas non plus très connus du grand public, mais qui méritent d'être portés à votre connaissance aujourd'hui parce que ça peut aussi être des différents leviers. J'ai terminé avec le listing de différents dispositifs. Je ne connais pas votre niveau de connaissance en financement européen, mais quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Vous intéresser d'abord au sujet et regarder, faire une petite veille déjà de différents sujets autour de problématiques sur lesquelles vous travaillez pour connaître les projets qui ont été déjà financés, quelle est la taille de ces projets-là, quelle est la nature de ce projet-là, connaître un petit peu les champions du monde sur ces sujets-là qui sont plus en avance en termes de recherche ou sortie sur le marché. Je ne parle pas de concurrence, mais plutôt de partenariat. Une fois que vous avez détecté les sujets qui vous intéressent, bien lire les programmes de travail, bien connaître la périodicité de l'ouverture des appels à propositions, et bien sûr bien préparer votre projet, bien le dimensionner par rapport à des critères d'éligibilité qui seront annoncés dans le programme de travail, bien dimensionner votre consortium et surtout travailler la rédaction du projet.
Les rédacteurs sont des personnes externes, c'est comme tout autre dossier de demande de financement. Être le plus clair, donc faites-vous relire et utilisez un maximum de faits, des chiffres, des preuves, des arguments. Toutes les soumissions se font en ligne. Donc, préparez-vous à ça également pour ne pas attendre la dernière minute pour soumettre votre projet. On risque d'être interrompu par un problème informatique. Voilà, en somme, les conseils que je peux vous donner, c'est anticiper, informez-vous et faites-vous accompagner. Pour vous faire accompagner, il existe des dispositifs d'appui en région. Donc la Technopole Grand Poitiers, qui peut déjà vous aiguiller un petit peu par rapport à différents acteurs. Nous, à l'ADI, nous faisons partie d'un réseau européen qui est Enterprise Europe Network. C'est le réseau officiel de la Commission européenne du soutien pour les PME, qui comprend des partenaires, les structures présentes dans 60 pays, donc en Europe, dans l'Union européenne, mais également au-delà, qui vous permettent d'une part de vous renseigner, de vous sensibiliser, de mieux comprendre le fonctionnement du financement européen, mais également de trouver des partenaires via les différentes plateformes thématiques qui existent, des rencontres d'affaires qui sont organisées en présentiel et beaucoup en visio aujourd'hui, mais également vous mettre en relation avec des acteurs de type association, thématiques, sectorielles, des pôles de compétitivité ou les points de contact nationaux. Nous travaillons également avec la représentation de la région de Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles, qui peut également servir d'une bonne source d'informations pour anticiper et connaître des informations, mais également détecter le montage des différents consortiums au préalable au niveau européen. Voilà, je vous laisserai après la liste des différentes manières dont on peut intervenir pour vous accompagner dans toutes vos démarches concernant les projets européens et l'obtention de financement européen. Je vous laisserai les slides également sur les soutiens qui peuvent vous aider à financer, si jamais vous faites appel à un conseil privé. Donc, les dispositifs pour soit monter un consortium pour un projet collaboratif, soit pour rédiger un dossier EEC accélérateur. Ce sont des dispositifs de BPI France. Et je vous laisserai également la liste de différents sites utiles, des informations. Et sur ce, place à vos questions. Mathieu, d'abord, peut-être tu me redis les différentes thématiques qui ont été citées ou voilà, Oui. En fait, c'est pas très poli, mais je vais commencer par une question. Tout au début, Maria, tu disais que la rétroactivité était effectivement pas prise en compte. J'avais une petite question qui peut s'avérer technique, mais toutefois, est-ce que tu confirmes que dès lors que le dossier est déposé, on peut débuter des dépenses qui sont dans le programme déposé? Ou il faut vraiment attendre la réponse définitive? Oui, en termes de timing, je vous redonne ça un petit peu. Il faut déposer le dossier. Ensuite, il y a un temps d'étude, de relecture. Et une fois que vous avez une première réponse, ça varie selon les programmes. Ça peut vraiment aller très vite sur les dossiers de EEC accélérateur. On estime time to grant, c'est la notion de le temps jusqu'à l'obtention du financement à 4 mois en moyenne, jusqu'à 8 mois pour des projets plus complexes et plus ambitieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une réponse et la commission va pouvoir négocier un contrat de financement. Donc, vous allez être lié à la Commission européenne ou à l'instance qui gérera votre projet par un contrat. Et c'est là où vous allez avoir l'ensemble de différentes conditions de financement et les conditions de déroulement de votre projet. Et tant que ce grant, le contrat de financement n'est pas signé, on estime que le projet ne doit pas débuter. Donc, toutes les dépenses ne seront pas prises en compte. Il ne faut pas démarrer les projets tels qu'il a été prévu dans le contrat.
Ok, merci Maria pour cette réponse. Si je reprends le fil des discussions, j'avais une question autour du financement. Est-il différent selon les TRL? Je ne comprends pas bien le sens de la question. Je pense que est-ce que le niveau de financement ou le taux du financement suivant la maturité du projet peut-il être différent? Exactement. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Sur le slide de projet collaboratif, plus on s'approche du marché, plus la technologie ou l'innovation est mature, plus le taux de cofinancement va baisser. Donc, on est typiquement sur des actions de innovation à 70% de cofinancement pour les PME, tandis que quand on est sur les stades de TRL plus amont, on peut prétendre jusqu'à 100% de financement de tous les coûts éligibles. J'avais une autre question sur l'EIC. A-t-on des sociétés connues en Nouvelle-Aquitaine qui ont été, entre guillemets, lauréates d'un tel programme? Exactement, tout à fait. Je ne saurais pas vous dire exactement combien. J'avais fait des statistiques de mémoire, il y a même plus de dizaines, hein, je pense. Après, il faut distinguer, le programme EIC Accélérateur a évolué un petit peu au cours de son historique, il existe depuis 2015 de mémoire. Il s'appelait SME Instrument, le instrument PME auparavant, et il était reparti en 2 phases. La première phase finançait les premiers 6 mois d'études de marché, en gros, schématiquement, avec un forfait de 50 000 € payé à 70% du coût global du budget du projet. Donc, on avait beaucoup, oui, de PME lauréates de cette première phase, surtout de l'instrument PME. Concernant la phase 2 ou instrument PME ou le EIC Accélérateur tel qu'il existe sous ce format actuel, je peux vous citer oui, deux sociétés du département de Charente-Maritime, mais toutes ces données sont publiques. Au fait, je peux vous même mettre le lien vers on appelle ça le hub, le catalogue de tous les projets financés de EIC Accélérateur, d'instruments PME, et vous pourrez faire des recherches vous-même par le pays où les sociétés lauréates sont situées, les sujets de différents projets, chercher par mots-clés, ou même, je pense que c'est étendu à d'autres programmes financiers que EIC Accélérateur aujourd'hui. Je n'ai pas relevé d'autres questions sur le fil de discussion. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des demandes? Peut-être plus largement sur les DM, Maria, est-ce que tu vois passer ou est-ce que tu as vu d'expérience passer un certain nombre de dossiers ou d'appels à projets de manière récurrente? Et est-ce que le DM, on peut le considérer inclus dans le domaine santé du pilier 2? Clairement, pour moi, ça fait partie des sujets. Je vous ai cité des dispositifs chirurgicaux intelligents, les dispositifs implantables intelligents. Clairement, tout ce qui est le volet numérique lié à la santé, notre témoignage en est la preuve, s'intéresse beaucoup en fait, à la numérisation, digitalisation de la santé. Après, le DM, tout dépend aussi de quel côté on le prend. Est-ce que on réfléchit à un DM de demain et on imagine un dispositif médical connecté et dans ce sens-là, oui, on est dans ce sujet-là. Ou est-ce qu'on peut aussi s'attaquer à de nouveaux procédés et les nouvelles technologies pour justement concevoir et fabriquer demain des dispositifs médicaux. Et là, on peut aussi être amené à faire des recherches sur d'autres sujets comme industrie du futur, par exemple, dans le programme Horizon Europe, parce que les sujets des appels à propositions, notamment sur l'automatisation dans l'industrie, peuvent aussi intéresser les entreprises fabricantes de DM.
qui peuvent réfléchir à des technologies d'automatisation ou de nouveaux procédés dans la conception et la fabrication d'EDM de demain. L'utilisation de nouvelles énergies comme l'hydrogène. Je ne sais pas si je peux regarder le fil de la discussion. Hop. Non, il n'y a pas d'autres. Non, j'ai pas relevé d'autres questions. C'est vrai, ça a été clair. Bon, si jamais. Merci beaucoup pour le pouce. Si jamais j'ai sauté un sujet et que ça vous revient après, n'hésitez pas. Également, voilà, vous avez mes contacts et puis vous avez le contact de Mathieu. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans une discussion sur un sujet ou reprendre par rapport à votre projet. Par exemple, vous avez déjà un projet, vous savez pas par quel bout prendre ce sujet de financement européen, n'hésitez pas, on vous enverra du coup le petit questionnaire pour évaluer votre intérêt aussi du sujet pour organiser une nouvelle discussion sur un sujet plus ciblé et connaître votre niveau de satisfaction de la réunion d'aujourd'hui. Et je vous partagerai bien sûr le support avec tous les sujets. Merci Maria. Merci à vous. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous de votre participation. Merci Maria. Et puis, merci beaucoup. Et puis effectivement, ce questionnaire qui aussi posera la question de différents formats qui pourraient vous intéresser pour l'année prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup, Maria et Mathieu. Au revoir. Au revoir, bonne Merci soirée. à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.